Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour la majorité d'Africains, la France est intervenue par exemple dans le nord du Mali, à partir de janvier 2013, afin de s'approprier un pétrole qui avait vainement été prospecté par les Algériens. De nombreux observateurs estiment donc que les interventions militaires de la France dans son précaré africain visent tout simplement à mettre la main sur des ressources naturelles et à avoir le monopole du marché intérieur des ex-colonies. Au-delà de cela, à quoi servent réellement les bases militaires françaises en Afrique? Suivons maintenant les analyses de nos invités, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Dans leur grande majorité, ils sont venus avec la Bible et avec les armes. La ruse et la rage ont constitué leur stratégie à tous. Mais après les indépendances, ces années glorieuses où un vent de libération de l'Afrique planait sur tous les territoires alors colonisés, on a vu certains partir, remballer leur arsenal. Mais d'autres sont restés bien implantés. Bible et armes sont restés en Afrique. On parle aujourd'hui de toutes ces bases militaires qui sont présentes en Afrique avec un point d'accent sur la France. Les chiffres que vous allez entendre tout au long de cet entretien, tout comme les argumentaires, sont éprouvés par la science. Oui, ce sont des faits historiques qu'on va exhumer, remettre en surface pour que vous puissiez comprendre que cherchent réellement les Français avec leur base militaire en Afrique. Pour en parler justement ce matin, notre expert, Abdul-Kadir Ngoura, on va attaquer cet entretien en faisant l'état des lieux de toutes ces bases militaires françaises en Afrique. Effectivement, surtout qu'elles sont très nombreuses. Et en parlant des bases militaires en Afrique, je vous suggère qu'on fasse d'abord un état des lieux de déploiement de l'armée française avant la période coloniale, disons la période précoloniale, jusqu'à la période indépendante et la réalité qu'on vit aujourd'hui. Et en parlant des bases militaires, justement, aujourd'hui, elles sont nombreuses sur le continent africain. Elles sont nombreuses, on va le dire ici, des bases officielles, tout comme des bases secrètes. Et en prenant en compte des bases officielles, on a listé quelques-unes, mais les premières puissances européennes qui se sont représentées ici en Afrique, il y a la France qui a pratiquement pris en contrôle les pays comme l'Algérie, les pays comme le Sénégal et bien d'autres. L'Algérie, par exemple, on avait jusqu'à 3 bases militaires dans les années 1853. Les bases les plus connues sont les bases B1 de Namous, les bases B3 de Namous, mais la base B2 de Namous qui était comme un champ d'expérimentation des aires, disons, des aires géologiques et des armes chimiques et bactériologiques entre 1945 et 1960 était jusque-là inconnu. Le contexte, peut-être on va le rappeler ici, El Digrim, c'était la course aux armements entre 1856 jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais au lendemain de différentes guerres qui ont secoué le continent, disons le monde entier, il y a eu la guerre froide qui avait également pris position. Donc dans ce contexte, il y avait lieu d'instaurer des bases secrètes un peu partout pour avoir une certaine maîtrise sur différents pays. Et c'est en 1997 que le secret fut dévoilé, divulgué par un journaliste qui était, disons, un employé du magazine Le Nouvel Observateur de la France, qui rend donc public l'existence d'une base militaire secrète B Namous du côté de l'Algérie. Et tout comme l'Algérie, on avait également ces bases du côté du Sénégal ou encore du côté des pays comme Djibouti. Donc après l'accession à l'indépendance, ou mieux à la veille des indépendances dans les années 1960, il y a eu des signatures d'accords ou bien des signatures des accords militaires entre les pays africains qui étaient considérés d'une manière ou d'une autre comme des colonies et certains pays, certaines puissances européennes. Donc en fonction des relations qu'il y ait dans ces pays-là, il y a eu pas mal d'accords. La France, par exemple, a effectué entre 1960 et 2010 plus de 40 interventions militaires en Afrique en vertu de ces accords qu'ils ont signés ça et là et dans ces différentes colonies. Et de 1960 à 2010, les pays les plus visités sont entre autres le Gabon, le Congo,
le Tchad ou encore la RCA, tout comme le Gabon qui fut le premier pays dans lequel la France a intervenu. C'était en 1960 pour accompagner, disons, pour restaurer le président Léon Mba dans ses positions, ou bien dans ses postes de président de la République. On parlera justement de ces missions qui légitiment, côté français, leur présence étouffante en Afrique. On en parlera un peu plus loin dans cet entretien. Mais si on revenait justement sur, après cet étalage de leur implantation chronologique au fil du temps et des missions qu'ils se sont assignées, vous venez tout à l'heure de parler de cette réhabilitation d'un chef d'État, ce qui fait déjà problème puisqu'il s'agit d'un problème de souveraineté étatique. On parle de la présence française aujourd'hui. Donc ça, c'était la présence française à l'époque, justement. Qu'en est-il aujourd'hui? Sont-ils encore là? Les Français sont toujours là et cette fois-ci, ils sont représentés dans divers pays africains, disons, dans au moins une quinzaine de pays à travers des bases, que ce soit des bases permanentes ou encore des bases temporaires. Des bases permanentes en Afrique, il y en a 4, de Djibouti au Sénégal, en passant par le Gabon et la Côte d'Ivoire. La France a littéralement quadrillé le Sahel, tout comme les côtes de l'Afrique. Donc, elle a imposé sa domination dans ces différents pays-là, avec des détachements militaires tout aussi importants. On a, par exemple, en Djibouti, où la France aujourd'hui représentée avec 1450 hommes depuis 2010. C'est la base la plus importante en Afrique et qui a comme particularité accueillir essentiellement des navires qui viennent donc du côté de l'Orient, qui est également une autre porte d'entrée de l'Afrique, avec un détachement aérien également qui accueille sur sa base aérienne des artilleries lourdes. Un peu plus loin, quand on va en Côte d'Ivoire, on a entre 2011, où la base aérienne de la Côte d'Ivoire s'est installée du côté d'Abidjan, 900 soldats sont donc de ce côté-là pour défendre les intérêts français, avec comme spécificité accès direct à l'océan. Et vous comprenez avec moi que non seulement vous avez une ouverture à l'océan, c'est également une opportunité pour se déployer avec des contingents opérationnels ou encore des contingents logistiques. Du côté du Gabon, le Gabon, c'est un pays qui a cette particularité-là d'accueillir les bases militaires françaises depuis 1960. De ce côté, c'est 350 soldats qu'on compte aujourd'hui, qui marquent leur présence dans cette partie du golfe de Guinée. Donc c'est cette ceinture-là qui maîtrise tout le large ou bien du golfe de Guinée aujourd'hui, avec une superficie tout aussi importante. Le même nombre, dont 350 hommes également, sont donc représentés du côté du Sénégal, qui a aujourd'hui cette mission-là de contrôler le Sahel avec tous ces hommes qui vont à chaque fois, qui prennent chaque fois du volume. Vous constatez aujourd'hui que toute cette partie de l'Afrique située sur la côte est contrôlée par des puissances occidentales. Cela ne veut pas pour autant dire que le territoire ou bien l'interland est négligé. On a des bases temporaires comme l'opération Barkhane qui occupe aujourd'hui une très grande partie, non seulement dans le Mali ou encore le Tchad, en tout cas tous ces pays, oui, ces pays qui constituent le G5 Sahel, avec cette opération Barkhane qui a donc le contrôle. La France est également du côté de la RDC. La RCA et le Tchad représentent aujourd'hui l'exemple patent de l'ingérence de l'armée française. Jamais dans l'histoire, la France n'a été aussi présente dans des pays africains comme ces deux États voisins-là. Donc si on prend à l'exemple du Tchad, entre 1968 à 1977, la France est revenue à plus de 4 reprises juste pour combattre la rébellion. Du côté de la RCA, c'est l'opération Barracuda qui a donc déclenché la présence de l'armée française sur ce territoire-là, avec pour mission assistance, formation ou encore accompagnement des hommes en tenue. C'est un bon relais justement qui nous permet d'embrayer sur la prochaine question, l'épineuse question de cette présence française, pas seulement au Sahel, mais dans les territoires, les pays africains. Quelles sont les raisons, peut-être évidentes,
mais sous-jacente également, qui explique justement cette présence des armées françaises en Afrique. Le prétexte qui nous est donné ici, c'est la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre la rébellion. On a vu l'épervier au Tchad qui avait fait son entrée, c'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme soutenu par le président français. Et encore, on a eu le deuxième pays qui arrive en tête avec, dans le top 10 des pays les plus invasés par la France. On a la RCA. La RCA également, la France s'est retrouvée là-bas à plusieurs reprises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Du côté du Rwanda, c'était une mission d'aide humanitaire où la France s'est retrouvée de ce côté-là à un moment donné. Mais on se souvient quand même qu'entre 1988 à 1993, où la France s'est représentée de ce côté-là au nom de l'intervention humanitaire, cela n'a pas réellement aidé les Rwandais. On est tous au courant aujourd'hui ce qui s'en est suivi. C'était donc l'affrontement entre les Hutsis et les Tutsis de ce côté-là. Les Hutus et les Tutsis. Effectivement. Donc il y a également la restructuration de l'armée comme autre motif qui nous est avancé ici. C'est le cas de le dire avec les FACA, les forces armées centrafricaines, qui bénéficient régulièrement de cet apport, disons, de la France. Mais selon les observateurs, ces raisons qu'on a avancées ne sont que de la poudre aux yeux. Tenez par exemple la préservation des intérêts économiques et géographiques et géostratégiques de la France, avancée par certaines écoles, disons par certains Africains qui soutiennent que la présence française en Afrique est une nette domination. Il s'est dit que ces pays arrivent en Afrique juste pour l'exploitation du pétrole, de l'uranium ou encore du bois. La sauvegarde, par exemple, des différents intérêts français. On sait que les multinationales françaises sont aujourd'hui les mieux représentées du côté du Sahel, d'où leur présence massive dans cette partie du continent-là. Et à côté de ça, la France, il s'est dit, doit sa place au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui grâce à l'Afrique, puisque s'il fait parler de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la France qui a la parole. Et elle a donc cet intérêt-là à être beaucoup plus présente en Afrique pour maîtriser, disons, ses enfants. Ces enfants, des enfants qui ne se réclament plus comme tels. Non, nous sommes des grands maintenant, nous l'avons toujours été. Ce parrainage forcé, on n'en veut plus, tout simplement. On va parler justement de ce que coûte cette présence militaire française excessive en Afrique, parce que ça a un coût supporté par les pays africains, malheureusement. Mais avant, on va parler d'une date assez triste pour le continent. Oui, ça fait froid dans le dos quand on sait que c'est un Africain, issu de cette terre mère et sacrée qu'il a ratifié. Nous sommes le 24 avril 1961. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec un certain Houphouët-Boigny. Celui-là, premier président, justement. Celui-là va ratifier un contrat qui, justement, donne la légitimité et le libre cours à tous les excès qu'on voit ici en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire particulièrement. Vous avez parlé d'une base permanente des militaires français en Côte d'Ivoire. Au moins 350 hommes. Au moins 350 hommes, une base qui peut aller jusqu'à plus de 1000 hommes, qui peut accueillir plus de 1000 hommes. Alors, qu'est-ce qui s'était dit ce jour-là? Je vais vous lire in extenso ce qui ressort du rapport de la deuxième session ordinaire du Sénat, ratifié, je le rappelle encore, par le président Houphouët-Boigny lui-même. Dans ce rapport, il est dit qu'à la demande de la Côte d'Ivoire, la République française s'engage, et je rappelle, à la demande de la Côte d'Ivoire, la République française s'engage à appliquer, à apporter à la République de Côte d'Ivoire l'assistance de personnel militaire français par l'organisation, l'encadrement et l'instruction de ses forces armées. La France fournira également tout ou une partie des équipements et du matériel militaire nécessaires à la mise sur pied des forces armées. On comprend une présence légitimée par un texte cinquantenaire, mais qui reste d'actualité aujourd'hui.
Effectivement, vous convenez avec moi que tout cela va dans le sens du néocolonialisme ou encore de l'impérialisme. Il nous donne des raisons avancées, des raisons avancées qui sont beaucoup plus l'assistance de ces pays-là, la lutte contre le terrorisme et tout ce qui va avec. Mais en toile de fond, il y a un autre secret qui ne nous est pas le plus souvent dévoilé. Tenez, aujourd'hui, comment comprendre que 100% de l'uranium nigérien appartient à la France? Tout simplement parce qu'il y a des accords qui ont été noués entre le Niger depuis des années coloniales, entre ces pays-là et la France. Après donc ces accords noués, il fallait quelque part rendre service du côté de rendre service aux Nigériens, si on peut l'appeler ainsi. En contrepartie, la France doit tirer une partie. Parce que la somme qu'on nous demande, ce n'est pas le citoyen français qui encaisse tout cela. Donc, c'est plutôt les pays dans lesquels la France doit s'assurer, qui doivent supporter toutes les charges. Donc vous convenez avec moi que c'est de l'impérialisme, c'est du néocolonialisme qui dicte dans sa loi jusque-là. Un néocolonialisme, un impérialisme qui frustre les Africains, les vrais, ceux-là qui sont en train de se réveiller. On va parler justement de ce que ça nous coûte, nos pays africains qui accueillons encore les bases militaires françaises. Vous avez des exemples patents? Des exemples, ça ne manque pas. On va prendre comme premier exemple le cas du ministère de la Défense française, où on nous dit 40% du budget de ce ministère-là est destiné à l'OPEX. L'OPEX, c'est ce qu'on appelle des opérations extérieures de la France. Donc, comment comprendre un pays prend 40% du budget de sa défense pour consacrer à des pays étrangers? Donc, voici déjà le premier problème. Et ces chiffres-là sont avancés au nom de la restructuration des forces armées. On a parlé de FACA ici, les forces armées centrafricaines, qui en 1996, par exemple, pour restructurer et encadrer cette armée-là, coûtait à l'État centrafricain 796 millions d'euros par mois. Et les 796 millions d'euros par mois. La mission humanitaire au Rwanda dont on a fait allusion coûtait à l'État rwandais 859 millions d'euros par mois. Et enfin, il y a l'opération Barkhane qui est d'actualité. On nous parle de 600 millions d'euros chaque mois dépensés au nom d'une crise qui continue à s'enliser. Donc, vous êtes en train de dire qu'un pays qui n'a rien demandé à personne est envahi par un autre, comme quoi pour l'aider, mais c'est nous qui payons les charges de ce déploiement. Effectivement, seulement ces charges-là, c'est pas dans ces francs CFA qu'on nous donne une partie qu'on doit enlever pour payer encore cette dette-là. Non, les dettes qu'on doit payer ici, c'est beaucoup plus dans l'exploitation de nos ressources. Effectivement. Donc, vous voyez, on vient là, on dit qu'on vous assiste. Après l'assistance, on vous propose maintenant, bon, on vous oblige à payer une dette que vous n'avez pas, d'ailleurs, les moyens de payer, moyens pécuniaires justement. Donc, on vous propose en contrepartie, oui, on exploite vos ressources pour une telle durée. C'est le cas avec l'uranium nigérien, c'est le bois congolais aujourd'hui. Il y a certaines essences congolaises qui appartiennent exclusivement à la France. Tu es congolais, tu ne peux pas les exploiter. Tout simplement parce qu'il y a eu des accords qui ont été noués en amont pour, au nom des intérêts des pays exotiques. Sinon, comment comprendre qu'un pays qui n'a pour seule ressource naturelle que la neige et la pluie soit le premier détenteur des réserves d'or dans un pays? C'est juste aberrant. Est-ce qu'on a d'autres exemples justement de ces pays qui souffrent le martyre, payent une note plutôt salée d'une présence qu'ils n'ont pas demandée et qu'ils s'exercent même à chasser? Les exemples n'en manquent pas. On peut ajouter à cela le Burkina Faso. Le Burkina est classé aujourd'hui parmi les meilleurs pays producteurs du zinc, et, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et on nous dit que 98% de ces zincs-là est donc destiné à la France. C'est donc une propriété exclusive de la France, de ce côté-là. Et à côté de ça, on peut également ajouter
la restructuration de l'armée malienne également à un moment donné, où vous savez, dans les années 1960 jusqu'à 1972, ces différents pays-là ont été secoués par différentes crises. Le Cameroun n'est pas à côté. De 1996 à 2006, le Cameroun aussi avait bénéficié du soutien français dans le cadre de l'assistance entre la crise qui dominait, la crise de Bakassi, qui mettait donc le Cameroun en face du Nigeria. Et la France est venue pendant pratiquement 10 ans pour accompagner ce pays-là. Et aujourd'hui, il y a des accords qui sont noués là, des accords secrets, effectivement, qui ne nous est pas donné. Donc vous convenez avec moi que autant ces éléments-là contribuent à enfoncer davantage ces pays africains, mais à gaillardir aussi la France. Et tenez, on nous fait comprendre que la protection des hommes en mission étrangère est quelque chose de capital. Par exemple, du côté de Barkhane, la question a fait l'objet d'un débat. Un soldat accrédité au Sahel dans l'opération Barkhane, quel qu'en soit le crime ou le délit qu'il aura commis, ne peut pas être sanctionné ou bien poursuivi en terre africaine. Ils n'ont pas de planche. Pas de planche. Donc, vous convenez avec moi qu'ils ont une libre cours, ils ont un terrain favori pour se livrer à tout genre d'exercice et tirer réellement profit. Elle est prête à tout pour sauvegarder ses intérêts. Et quand on dit prête à tout, c'est prendre les armes. Sous couvert d'une lutte contre le terrorisme, un mal qui est endogène et qu'on peut bien gérer, mais il s'invite toujours à cette table-là pour repartir avec les meilleurs plats. Malheureusement. Parlons justement, approfondissons cette analyse en parlant de cet accompagnement si cher dans leur langage, où ils sont censés former justement les soldats d'ici. Quelles sont les implications justement qui se cachent derrière cette formation des soldats et même de la police des pays africains par la France? Derrière la formation, c'est seulement la domination. Donc, vous savez aujourd'hui, il se dit, ton maître, à un moment donné, il restera ton maître, bien sûr. Il restera éternellement ton encadreur. Et surtout, la formation, les méthodes françaises dans la formation militaire en Afrique avaient fait l'objet d'un débat lors de leur présence au Mali en 1988. C'était dans le cadre d'une opération menée d'une opération multinationale avec les Suédois. Et les Suédois ont dénoncé cette façon de faire devant comment je peux appeler ça, la Cour européenne de justice. Ils avaient dénoncé cette façon de faire. Ils étaient surpris de voir la manière avec laquelle on traitait ces hommes-là sur le terrain des opérations. À côté de ça, on a enregistré entre 2007 et 2012 la plus grande intervention française en Afrique jamais réalisée. Donc, et de 2007 à 2008, ils étaient présents au nom de la formation, au nom de l'assistance, au nom de l'accompagnement avec tout ce que cela comportait. Mais c'est aussi en cette période que l'Afrique a connu autant de problèmes. On a eu la crise libyenne, pratiquement à la même période. On a eu en 2010 la crise du côté de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a failli être également sur la liste justement avec la crise de la faim en 2008. Donc, les méthodes ont été toujours dénoncées, les méthodes ont été critiquées du côté de l'Europe, tout comme en Afrique, mais ça reste toujours d'actualité. On continue à faire appel, on continue à bénéficier de cet accompagnement-là à chaque fois que l'opportunité se présente. Alors, la question que je m'en vais vous poser résulte justement de toutes ces analyses. Il apparaît de façon évidente, d'une vérité irréfragable, que la France, qui n'est plus la bienvenue en Afrique, ne peut malheureusement pas s'en passer. Que peuvent bien faire donc les États africains pour réussir à mettre au goût du jour et à la face du monde les véritables intentions de la France et de ses bases militaires-là?
N'est-ce pas là un appel à une révolution et même à une synergie d'action communautaire entre les États africains pour pouvoir dire enfin non, on n'en veut plus cette présence française étrangère. Nous, on en a marre. Qu'est-ce qu'on devrait réellement faire? Qu'est-ce que les pays africains devraient réellement faire? Le problème est suffisamment ancré. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. La seule condition pour s'échapper, il faut qu'une partie des Africains accepte de se sacrifier. Et peut-être ça va donc donner l'opportunité à la prochaine génération de s'en débarrasser complètement. Rien ne se fera sans sacrifice. Effectivement, Sankara nous l'a dit. Encore que la situation... Par exemple, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est parce que certains de nos pères, justement, n'ont pas eu ce courage qui caractérise les vrais guerriers et les légendes, ce courage de dire non à la France, se sacrifier sur l'autel d'intérêts personnels et secondaires. Ils ont malheureusement mis cette génération dans de beaux draps. Donc vous dites que les dirigeants d'aujourd'hui devraient se laisser pousser un peu de courage et beaucoup de panafricanisme, destinés à mourir peut-être pour leurs principes et enfin à libérer l'Afrique de ces loups voraces qui ne comptent pas lâcher leur proie. C'est un combat qui va au-delà du champ des dirigeants tout simplement. Ça implique tous les Africains, du haut jusqu'au bas de l'échelle. C'est un combat qui appelle tous les maillons de la chaîne. Donc je pense que c'est ça doit être la seule condition. On ne doit pas laisser cette bataille à juste une partie des dirigeants. Parce que là, il y va de l'intérêt de tout un continent. Et on a déjà vu au Mali avec les organisations de la société civile, il y a un peu partout en Afrique des voix qui se lèvent et qui font écho justement à ce message soutenant des dirigeants qui osent dire non à la France. Le M5 Sahel se porte déjà très bien de ce côté. Par exemple. Allez, chers téléspectateurs, nous parlions ce matin des positions françaises en Afrique, des positions militaires, de toutes ces bases qu'on retrouve à des points stratégiques de l'Afrique, sous couvert d'une aide humanitaire, sous couvert du combat contre le terrorisme. Ils viennent par centaines et souvent par milliers et repartent les sacs plein de nos ressources naturelles et de nos richesses. Ce débat, justement, avait fait l'objet d'un entretien dirigé par notre bien-aimé Steve Ngos. Vous avez parlé du Tchad et de la RCA comme deux pays fondamentalement imbibés du jus de la France. Alors le débat était revenu sur la table et les débatteurs formaient un quatuor excellent avec le professeur Jean-Paul Bellec, Anatole Haïssi, patient parfait d'homme et quelques membres justement de la diaspora. On vous propose de revivre un petit extrait justement de ce débat. Tchad, RCA, est-ce que ce n'est pas le terrain privilégié des exactions de la DGSE? On revient juste après. D'aider, et surtout d'aider, d'armer, de financer, d'abriter même certains groupes armés qui veulent renverser les autorités de Bangui. Et réciproquement. Et réciproquement. Bon, écoutez, la première chose que je voudrais dire avant tout propos, c'est que M. Macron a une fois de plus raté l'occasion de se taire. Parce qu'il ne veut pas condamner, c'est pas pour quel droit qu'il lui donne, n'est-ce pas, le droit de condamner ce qui s'est passé en Centrafrique. C'est tellement il a une mémoire restrictive. Ou bien il a, j'allais dire, le tout de mémoire pour se rappeler que les militaires français ont violé les enfants centrafricains. Ça a été établi avec les preuves à l'appui. La justice française a déclaré un non-lieu pour ce cas. Quand je dis cela, je reviens dans le débat. Pour dire que il faut quand même déjà remarquer et observer, pour le dire que, en l'état actuel des événements, ce qu'on peut reprocher pour l'instant sous réserve des résultats d'enquête qui sont annoncés, la Centrafrique a commis l'erreur, n'est-ce pas, de violer ce que je pourrais appeler le principe de territorialité, parce qu'elle n'était pas, n'est-ce pas, elle n'avait pas un droit de poursuite à l'intérieur du territoire tchadien. Ça, il faudra le dire comme ça. Parce que même si vous avez une menace qui vient sur votre territoire et qui traverse la frontière,
vous n'avez pas le droit de traverser cette frontière sans droit de poursuite. Ça, il faudra établir cela comme ça. Quand j'ai dit cela, je reviens dans le débat pour dire que, souvenez-vous, en 1990, parce que je voudrais rentrer dans la thématique, en 1990, à Long Tchad, M. Hissène Habré est aux affaires. Et comment donc prendre ses libertés avec Paris, notamment en ce qui concerne la coopération militaire, la coopération économique, tout ce que vous voulez. Eh bien, Mitterrand pique une mouche. À l'époque, c'était un certain Jean-Pierre Manction, je crois, qui était le directeur de la DGCE, qui dit à M. Mitterrand que le bonhomme qui est au Tchad a prendre quelques libertés, et derrière nous, il a envie de traiter avec les Américains. Mitterrand lui dit, écoutez, vous faites comme vous sentez. Monsieur Mantion va donc, ça doit donc maintenant, à la direction de la stratégie, il s'agit d'une autre direction de la DGCE, notamment dans le secteur N, c'est-à-dire ce secteur qui s'occupe, le secteur N, c'est le secteur qui s'occupe des affaires africaines. Oui. Eh bien, en 1993, qu'est-ce qui se passe? Coup d'État. Hissène Habré est débarqué. Par qui? Par Paris. Qui vient aux affaires? Déby. Du côté de la Centrafrique, on traverse la frontière. En Centrafrique, nous sommes là dans les années 90 toujours. Vous savez comment également apprendre des libertés avec Paris, parce que là-dedans, il se livre la guerre d'uranium et du pétrole. Vous donc estime que Paris lui achète pas véritablement son pétrole au prix juste au prix adéquat. Il faut donc chercher. Bozizé, Patassi. Non, c'était Bozizé. C'était Bozizé. Parce que Bozizé, c'est 2003. 2003, c'est à Bozizé. 2013. Je parle de Jean-Félix Patassi. C'était Patassi, merci. Alors, coup d'État. Coup d'État, de Paris, qui évacue Patassi, qui a la manœuvre, c'est la DGC. Parce qu'il faut quand même le dire, parce que lorsque nous mettons en exergue la DGC, c'est-à-dire qui est constituée des barbours, il faut le rappeler, soit de nouveaux, soit des anciens barbours, bien ceux qui sont encore en fonction. C'est son rôle sur le continent. C'est la direction générale de la sécurité extérieure. Eh bien, nous sommes dans le cadre de ce débat, je voudrais l'orienter sur deux axes, peut-être trois. En Centrafrique, sur cet espace-là, nous avons, des deux côtés de la frontière, vous avez les enjeux géopolitiques, géostratégiques et éventuellement économiques. Donc, quand vous mettez ces trois paramètres en scène, vous comprenez que en 2000, tout à l'heure j'ai convoqué 2003. 2003 en Centrafrique, vous avez le scandale Uramine. Je crois que le grand frère de Marc, peut-être lui, qui a un peu plus une mémoire, plus... Et c'est en 2003 justement qu'arrive, hein, il faut le dire comme ça, François Bozizé. Voilà. Justement, donc, en 2003, justement, vous avez donc le scandale Uramine. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement de l'exploitation par la France, par une société française, des gisements d'uranium sur le territoire centrafricain. Eh bien, en cette époque-là, M. Bozizé était entouré d'un conseiller indo-pakistanais qui s'appelait, je crois, Saifi Doubour, un truc comme ça. C'est un peu compliqué le nom pakistanais. Dans tous les cas, le conseiller indo-pakistanais de l'époque qui négociait donc, n'est-ce pas, les contrats d'exploitation d'uranium et du pétrole estime que Paris, une fois de plus, achète le pétrole et l'uranium centrafricain au prix pas très adéquat. Oui. Eh bien, par exemple, le gisement d'uranium, sa valeur initiale c'était de 457 milliards de dollars. Finalement, Uramine met sur la table 2,6 milliards de dollars du menu frétin. Eh bien, Paris prend la graine. Et rebelote, coup d'État. Donc, quand je convoque ces éléments, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque fois, que ce soit du côté du Tchad et notamment du côté de la Centrafrique, chaque fois qu'un président a pris la liberté de changer de paradigme
eh bien, il y a toujours quelque chose qui se déroule. Je voudrais rappeler que dans le cas centrafricain, par exemple, en 2007, décembre 2017, par exemple, la Centrafrique et la Russie ont signé des accords, de coopération militaire. Enfin, il n'a pas vu cela d'un bon oeil. La preuve, depuis que, justement, Touadéra commence à prendre des libertés avec Paris, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe sur le territoire centrafricain. Donc, alors, la question qu'il faut se poser relativement à la thématique, est-ce que les militaires arrêtés, qui étaient, il faut le dire, otages et exécutés plus tard, cette situation est le fait des militaires centrafricains? Parce que ça ne rend pas, il faut quand même dire que un militaire, ce n'est pas un mercenaire. Oui. Un militaire, lorsqu'il prend un otage, il le confie à la justice. Ou bien il le garde, ça peut servir de monnaie d'échange. Il faut donc préciser qu'il s'agit des militaires qui étaient vivants et qui ont été par la suite exécutés. Ça ne fait pas quand même les méthodes, ça ne fait pas partie des méthodes d'un militaire qui fait partie d'une armée irrégulière. Ce qui suppose donc qu'il y a des zones d'hommes. Il faut certainement aller les chercher justement au niveau de la DGC, c'est-à-dire les services secrets français. On vous accompagne, Albert Anatolaï, ici. Docteur Jean-Paul Bellec, vous également. Vous voyez comment cette situation du côté de la Centrafrique, il y a quand même un élément que vient de soulever Albert Anatolaï ici. D'ailleurs, dans la vie des militaires, il est fort improbable qu'on arrête des gens et que sur le coup, on les exécute. On se poserait donc la question de savoir qui a exécuté ces militaires tchadiens. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est un faux problème. Nous sommes dans la logique d'une guerre de libération, même si c'est plus de 60 ans après les indépendances proclamées. Nous continuons à être dans une libération. On a une libération, le plus important, c'est se libérer, point final. By any means necessary, Malcolm X, par tous les moyens nécessaires. Oui. Donc, voilà le problème. Autre chose, le problème de franchir une frontière, on est entre pays africains. Déjà, number one. Ensuite, qui se battent tous pour la liberté totale. En tout cas, les peuples africains. Oui. Peut-être c'est pas le cas de tous les dirigeants, mais les peuples africains. Donc, chercher un détail de ce genre-là pour récrédibiliser la puissance coloniale, parce que tous vos arguments, c'est juste bien dit que c'est la puissance coloniale qui est derrière, c'est qui est vrai. Il n'y a même pas besoin de vérifier. Oui. Voilà. Là, des fois, on n'a pas besoin de vérifier. C'est trivial. On n'explique pas les trivialités, on peut expliquer les évidences. Du moment où on est en train de se protéger. Qui ne sont pas évidentes pour tout le monde, mais ça c'est des trivialités. Oui. C'est clair que c'est un jeu de la France. Même quand on lit le document, la fameuse dette écrite par les ministres tchadiens des Affaires étrangères, le langage déjà là, il est déjà bizarre pour un Africain. Bon, bref, même en diplomatie, c'est pas clair. Alors, sinon, je vous rappelle que dans les années 70, il y a eu le raid sur Entebbe. En Ouganda. Oui, de l'armée israélienne. Est-ce que vous voyez la distance qui sépare Israël, Jérusalem disons, jusqu'à Entebbe? Elle est énorme. En Ouganda. Ils ont fait tout ce vol tranquille, ils sont venus, ils ont fait... J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il y a eu violation d'espace aérien, violation de frontières. Pourtant, ils ont traversé les frontières. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller sauver des citoyens israéliens. J'ai pas entendu l'ONU ou qui que ce soit jusqu'à aujourd'hui protester sur quoi que ce soit là-bas. Et pourtant, pour les Africains, il y a eu violation de territoire africain, de plusieurs territoires. Certains étaient complices comme le Kenya, certainement, mais peut-être aussi l'Éthiopie. Encore qu'à l'époque, c'est Mengistu et Maria. Mais bon, en tout cas, il y a eu violation de plusieurs territoires africains. En particulier, l'Ouganda même. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit. Donc pour moi, je vais être court. On est dans une logique de guerre de libération, dans lequel nous sommes censés être en partenaire au niveau de la CEMAC, dans lequel la France, le gouvernement français de Macron veut mettre son désordre. On a des obligations, frapper notre monnaie. On a notre business plan. Oui. Frapper notre monnaie. Deuxièmement, renforcer nos armées. C'est pas mutualiser nos forces armées et les renseignements. Donc c'est pas au moment où on a ce projet-là qu'on va commencer à se disputer sur qui a tiré le chignon de qui, quoi. Ok? Moi j'appelle ça une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau. Mais pendant ce temps, on note quand même le mutisme de la CEMAC, une organisation sous-régionale qui ne dit absolument rien depuis dimanche dernier, docteur Jean-Paul Bellec. Tu fais exprès, Steve. Il y a combien de vendus là-bas? Les endocolons existent chez nous, il y a combien de vendus? Mais il faut bien le dire à l'opinion nationale. Même ici à JBS, là, si à peine j'aurais franchi le portail, il n'y a pas de vendus parmi nous. Beaucoup. Même occasionnellement, de temps en temps, il n'y en a pas un qui prend un billet. Même si on ne lui donne pas un billet, il n'y en a pas un qui croit à la promesse du billet. La corruption existe chez nous, Steve. Oui. Et en plus, j'ai déjà démontré que ce que nous appelons aujourd'hui en deux colons est irréductible en Afrique. On ne peut pas le ramener à zéro. De tout temps. À partir du moment où les nations africaines sont constituées, notre société étant bâtie sur les mathématiques, quand vous dites une chose, il y a des chances que son contrat apparaisse. Mais vous le réduisez. La limite tend vers zéro, mais ça ne veut pas dire que c'était égal à zéro. Quand on dit telle chose tend vers zéro, justement, l'intérêt de la notion de limite, c'est que ça tend vers zéro, mais ce n'est pas égal à zéro.
On peut s'approcher de zéro autant qu'on veut, mais on ne fera jamais zéro. C'est ça l'intérêt de l'irrationalité de ces nombres-là. Au sens mathématique du terme, l'irrationalité. Oui. Ok, c'est pas un rapport de nombres entiers, c'est pas des fractions simples. Alors, donc, moi, je dis que quand bien même la CEMAC ne dirait rien, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est engagé quand on a une vision globale de l'Afrique, en tout cas la zone occupée par la France. Nous avons le Centrafrique qui s'en libère, un bon point pour nous. Bon, le Cameroun, c'est fait depuis longtemps, même s'il y en a ici qui vont dire que Paul Biya, bon, bref, en tout cas, c'est fait. Voilà. C'est nous qui menons la barque en Afrique centrale. Voilà. Nous, les Camerounais. Je parle en tant qu'institution. Alors, il y a le Centrafrique. Le Tchad est la partie flottante actuellement, parce que malheureusement, ils ont massacré notre maréchal Idriss Déby, qui comptait dans le business plan de beaucoup. Nous avons le Mali, qui est en train de donner un coup de pied à cette France. Voilà, et qui aussi va vers la coopération avec la Russie, surtout sur le plan militaire. Donc nous avons des promesses de marquer des points et libérer une bonne partie du continent africain. Ce qui va se faire. Dans tout le reste, les péripéties. Et ceux qui ne disent rien sont des complices. Ils seront jugés tôt ou tard, dans cette vie, pas dans l'au-delà. Ils seront jugés. Et si c'est moi qui suis le juge, je n'en ferai pas de cadeau. Moi, je vous dis ça tout de suite. Je serai même très méchant. Je suis très gentil dans la vie, mais vous savez, quand il s'agit de la nation, c'est différent. On vous comprend parfaitement, Dr Jean-Paul Bellec. Merci d'être là ce matin. Patient Parfum en 2003, on va également le rappeler à nos téléspectateurs. L'ancien président devenu rebelle et surtout terroriste François Bozizé avait établi sa base militaire et surtout sa base arrière dans le sud du Tchad avant de renverser le président en poste de l'époque, Ange Félix Patassé. Va-t-on rester et demeurer toujours dans la manipulation française? Est-ce qu'il n'est pas de bon ton aujourd'hui que les États africains prennent langue et se disent il ne faut pas tomber dans le piège de la France? Je pense que la situation que nous vivons ces derniers jours du côté de la frontière entre la Centrafrique et le Tchad est une situation extrêmement préoccupante. Et l'erreur que nous pouvons faire, c'est de balayer ce qui se passe là-bas d'un revers de la main. C'est une situation extrêmement préoccupante. Si elle n'est pas rapidement mise en échec, cette situation risque de remettre en cause tous les acquis de ces derniers jours qu'on trouve sur plusieurs fonds africains et qui tendent à donner de l'espoir à notre jeunesse dans la perspective d'une libération réelle de notre continent, n'est-ce pas, des raies de cette France coloniale qui refuse de décoloniser. Donc on ne peut pas le prendre comme ça, comme un épiphénomène qui va se résorber le plus tôt possible. Non, non, c'est une situation extrêmement grave. D'autant plus que, à l'heure où nous parlons, le déploiement de l'armée tchadienne au niveau de sa frontière avec des chars se poursuit. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante. Je ne sais pas si c'était sur ce plateau, j'ai parlé de cet arc qui se forme dans la zone sahélo-sahélienne qui va de Bangui à Bamako, mais qui a besoin, je parle, il y a un mathématicien sur le plateau, d'un point de symétrie stabilisateur qui est le Tchad. Mais hélas, avec ce qui s'est passé au Tchad, avec la mort du président Idriss Déby, non, on voit très bien, contrairement au yo-yo que nous avons lancé ici et là, que Paris n'a pas du tout perdu la main en N'Djamena. Elle maintient toujours intacte sa capacité de nuisance face au jeu de Mahamat. Et c'est en cela qu'on voit, j'allais dire, cette espèce de négligence, non, le mot n'est pas fort, mais d'irresponsabilité de la CEMAC. Désinvolture. C'est très grave l'attitude de la CEMAC. Il fallait que maintenant que nous sommes dans la phase active, n'est-ce pas, de la lutte pour ce qui se passe en Centrafrique, et on voit les conséquences positives que cela peut avoir dans la sous-région. La sous-région. Il fallait absolument que la CEMAC ait des instances de régulation ou bien d'apaisement de litiges qui peuvent se poser. La première chose qui m'a frappé, c'est l'attitude de la diplomatie tchadienne. Pourquoi cette sortie? Pourquoi cette sortie? Avec le ton qui a été employé. Alors ça veut dire qu'au niveau du Tchad, on n'a pas totalement la même mise sur le contrôle du jeu
qui peut se faire là-bas. Et ça, c'est un problème. Je veux dire, nous, les panafricains, quoi. Oui. C'est un gros problème. La CEMAC devait avoir des instances de régulation des conflits de ce type-là. Quand il y a des bisbilles qui peuvent arriver, surtout sur une frontière aussi poreuse, mais une frontière dont l'histoire, vous venez de le rappeler, nous démontre que là, tu été la profondeur stratégique de Paris pour procéder à des déstabilisations du côté de la RCA. Il fallait qu'il y ait des instances de régulation. Quand il y a un truc comme ça, l'État tchadien touche déjà le bouton et dit aux gars, attendez, il y a un problème ici. Que de l'exposer comme ça à Mondio, à Mondovision, avec des conséquences que cela peut causer. Donc moi, je pense sincèrement que là, la diplomatie tchadienne a fauté, premièrement. Deuxièmement, la diplomatie de la CEMAC, si elle était encore veilleuse, il est temps qu'elle se réveille. Ces histoires de cette diplomatie du silence, soi-disant, on va laisser faire et ça va se résoudre tout seul, elle est fausse, elle est inopérante. La deuxième remarque que je peux donner, pourquoi c'est maintenant que ça se produit, cet acte? Pourquoi maintenant? Justement, c'est la grande interrogation. J'ai posé cette question. On voit très bien qu'il y a un timing qui a été mis en avant, qui démontre que je vous ai dit, si la France continue à perdre du terrain sur le plan militaire, elle a essayé de déplacer le débat sur le plan médiatique, mais pour préparer la réponse militaire future qui arrive. Elle ne va pas s'exposer dans cette réponse militaire. Elle va utiliser des supplétifs, excusez-moi le terme, naïfs, pour essayer de se repositionner sur le terrain, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de ce que j'appelle vulgairement la prétendue plate-bande de la France, qu'est la France-Afrique. Donc voilà l'enjeu majeur. Quand vous regardez, il faut toujours lier les événements. Steve, dans la géopolitique mondiale, il faut toujours lier les événements. Parce que les battements des ailes d'un papillon au Cameroun peuvent créer des dégâts très importants en Alaska. Vous revenez là avec l'effet papillon. Oui, il faut toujours lier les événements. Qu'est-ce qui se passe sur le plan mondial? Regardez très bien. Il y a un avion qui a été détourné. Ouh, levé de bouclier. On a arrêté un opposant. Ouh, levé de bouclier. Il faut sanctionner ce pays. Il faut même combiner ces sanctions aux sanctions contre la Russie et contre Poutine. Parce que c'est Poutine qui soutient ce pays. Au même moment, on voit comment le peuple tchadien se lève et dit on ne peut plus accepter cette énième, n'est-ce pas, tentative de corruption de nos élites pour nous ramener dans le giron de Paris. Assimi Goïta prend le pouvoir. Paris est dans tous ses États. Tous ces États. Et il n'y a pas que Paris. C'est tout l'Occident qui risque de perdre complètement la bande sahélo-sahélienne. Donc, on montre où est donc le point faible sur lequel on peut appuyer pour au moins retarder des chances et continuer de mieux nous organiser pour maintenant éventrer cette volonté de ces Africains de se libérer. C'est jamais là. Avec cette affaire où l'armée centrafricaine est à la poursuite des rebelles qui crée le désordre et la désolation en Centrafrique depuis des décennies, sans que Paris ne dise un seul mot. Voilà. Bon, s'il y a eu des effets collatéraux de cette cette action-là, au nom de quoi un pays frère comme le Tchad peut en faire un casus belli? Au nom de quoi? Le Tchad devait revenir au niveau des institutions de la CEMAC, poser le problème tranquillement et dire à son frère de N'Djamena, attention, prochainement, j'aimerais que, dans le cas similaire, que nous puissions régler le problème ensemble, comme ça. Mais non, ce n'est pas ça le cas. D'abord, vous vous souvenez, à un moment donné, Touadéra a été obligé de dépêcher un émissaire auprès du Tchad, des autorités tchadiennes, pour leur dire, attention, il y a des rumeurs qui circuleraient selon laquelle la Centrafrique perçoit le Tchad comme le nouveau nid, le Tchad comme le nouveau nid de mercenaires qui tenteraient de soutenir, n'est-ce pas, la rébellion de M. Bozizé. Il n'en est pas du tout question. Nous pensons que nous devons entretenir de bonnes relations, et voilà. Sauf que la réponse de N'Djamena a été, à mon sens, extrêmement timide par rapport à cette préoccupation de Bangui d'essayer d'assainir
n'est-ce pas, vraiment cette situation, mais surtout des relations entre les deux États. Je vous avais dit, et j'ai insisté sur ce plateau, même avec l'aide de la Russie, si les pays africains autour de la RCA ne viennent pas en soutien au régime de M. Touadéra, je vous dis que ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, je pense sincèrement que ce que nous vivons de vivre au niveau de la frontière tchado-centrafricaine doit nous interpeller à plus de vigilance sur les intentions maléfiques qui sont certainement, alors nous parlons, être en train de mieux structurer dans les officines noires des services français pour essayer de mettre en déroute ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Centrafrique, ce que nous voyons au niveau du Mali, et dont notre vœu est qu'il éradique complètement sur l'ensemble de notre sous-région. Et vous avez vu la CEDEAO. Vous avez vu le truc de la CEDEAO la réunion de la CEDEAO. Malheureusement pour Paris, la CEDEAO, je crois qu'il y a là-dedans des gens qui ont décidé de mettre un peu de bémol. Certes, on a dit, bon, pour l'instant, elle est suspendue, mais il n'y a pas de sanctions qui ont été prises comparativement à ce que Paris avait espéré. Oui. Ça veut dire quand même qu'au niveau même de cette sous-région, déjà, les gens commencent à prendre conscience du grand jeu, n'est-ce pas, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, honnêtement, le gouvernement tchadien doit mettre bas la terre. Ils doivent un peu se calmer. Ils doivent prendre conseil, aviser auprès de leurs pairs, soit la sous-région, soit ailleurs, qui ont une vision un peu plus nette. Et j'ai oublié la visite de Macron au Rwanda. Attendez, ne vous me prenez pas. Elle n'est pas faite au hasard. Non, ne pensez pas seulement qu'enfin, maintenant, la France veut d'abord. Le discours de Macron à Kigali était tellement ambigu qu'on ne sait pas arrêter ce qu'il allait faire là-bas. Mais c'est parce qu'il sait que la présence rwandaise en Centrafrique pèse aussi de son pesant dans le jeu politique qui risque de se passer dans les jours à venir. C'est pour ça que puis le Congo, la RDC et sa frontière avec la Centrafrique, c'est aussi un enjeu géostratégique. Absolument. Et on connaît bien le rôle du Rwanda en RDC. Merci, absolument. C'est pour cela que je suis un peu baba face à ce silence de la CEMAC. Cette diplomatie du silence, moi je ne comprends pas. C'est pour ça que je mets souvent des réserves. Quand les gens me disent, ah attention, dans bientôt en Afrique centrale, ça va être la fin des patates parce que si nous sommes des gens qui sont déterminés, je dis, ah, j'aimerais bien voir. Moi j'ai bien peur que nous soyons en train de très vite applaudir sur les avancées qui ne sont pas totalement affirmées, au lieu de continuer de pousser sur le plan médiatique cette bagarre que vous avez fort heureusement accepté de ramener sur ce plateau pour dire à la France, pour dire, n'est-ce pas, à ces pays-là qui continuent de penser que nous sommes encore au temps de l'esclavage, que c'est terminé. Et surtout, pour donner conseil à nos décideurs de moment en leur disant, ne retombez plus dans les pièges de ceux qui vous ont précédé. Le piège de ceux qui vous ont précédé, c'était que Paris fasse croire à quelqu'un que ne t'en fais pas. Je vais tout sécuriser, je vais t'aider, je vais te donner de l'argent. Dans bientôt même, les décaissements de FMI, la Banque mondiale, arrivent. On connaît les difficultés, par exemple, de N'Djamena par rapport à ses finances. Donc, ils vont promettre monts et merveilles, n'est-ce pas, des tonnes de monts Cameroun à ces gens-là, tout simplement pour permettre, pour que ces gens puissent les aider à accomplir le plan. À continuer à jouer le jeu. Je vous ai dit, ils ont perdu, comme De Gaulle avait dit, ce fameux félon-là. La France a perdu la guerre. Non, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Cette section est extrêmement vraie pour ce qui se passe actuellement en Afrique. Soyons vigilants. Merci, on va revenir avec vous dans un instant. Permettez-moi de faire un tour du côté d'Anvers, où on est avec Bénédicte Moussa-Yurel, écrivaine et surtout fondatrice de l'ASBL Symbiose. Vous là-bas de ce côté d'Anvers et surtout de la Belgique, comment regardez-vous la situation au Tchad et surtout en Centrafrique? Eh bien, c'est comme vous, quand on analyse la situation, on voit que la France ne sait plus à quel sein se vouer. Et comment je vais dire, sa préoccupation maintenant, c'est de tout faire pour déstabiliser la Centrafrique. Et c'est vraiment curieux de voir que la CEMAC ne dit rien. Et il est vraiment difficile de
réveiller celui qui ne dort pas. Donc pour moi, je pense que c'est exprès que la CEMAC ne réagit pas. Et puis en plus, quand on analyse depuis la mort du président du Tchad, comment la situation est là en ce moment, et cette histoire de tomber dans le piège de ce conflit entre le Tchad et la Centrafrique, je trouve qu'il faut être vraiment vigilant. Il ne faut plus se laisser faire entre les deux pays. Il n'y a pas de raison que la Centrafrique attaque le Tchad et vice-versa. Donc pour moi, c'est la France qui est en train de manœuvrer. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire pour vraiment sortir encore comme le maître. Mais c'est fini. C'est fini. Donc pour moi, je pense que c'est la vigilance et que nos autorités, que ce soit de la CEMAC ou bien de la CEDEAO, qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités en main. Il ne faut plus qu'ils se laissent faire. J'espère vraiment qu'il aura vraiment une prise de conscience et que l'Afrique est en marche, la jeunesse africaine est en marche et on ne sait plus l'arrêter. Voilà. Merci à vous, Bénédicte Moussa. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes écrivaine et surtout fondatrice de l'ASBL Symbiose. Vous êtes justement écrivaine. Vous faites dans les ouvrages des livres d'enfants, des récits socioculturels et des contes africains. D'ailleurs, on voit les livres sur vos écrans, mesdames, messieurs. Elle est originaire du Bénin, messieurs. Et aujourd'hui, elle est du côté d'Anvers. Là-bas, elle est mariée. Elle a déjà écrit plusieurs livres pour enfants. Vous les voyez d'ailleurs défiler sur le bas de vos écrans. Et elle a voulu justement participer à cette édition de DBS Matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux comme ça hein, depuis un certain temps, qui veulent entrer dans le combat, qui sont de partout. Ben là, pour l'instant, on n'est pas là pour de la publicité de ces livres, mais il fallait juste dire que elle est écrivaine. Peut-être à la fin, elle nous dira là où on peut retrouver ces livres-là. Je vais revenir avec vous, Paul. Là, c'est toujours à partir du sud du Tchad que les rebelles de la Sénéca avaient marché, en tout cas sur la capitale centrafricaine, chassant François Bozizé en mars 2013. On a l'impression justement que, comme les deux pays sont tellement grands, je parle bien sûr de la République centrafricaine et sans oublier le Tchad, il y a justement des endroits très poreux où peuvent vivre les rebelles sans inquiétude. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est des frontières très poreuses et puis l'histoire nous rappelle à suffisance, à l'envi, les ingérences mutuelles, mais précisément, AAA faisait allusion au fait que ce soit réciproque, mais c'est davantage, l'histoire nous montre bien que c'est davantage de Tchad vers la Centrafrique qu'il y a souvent, et j'allais dire toujours eu, des ingérences, notamment sur le plan militaire. Et donc, effectivement, cette frontière est assez poreuse. Je ne me souviens plus de la distance de la frontière, mais le Tchad, c'est quand même 1,2 million de kilomètres carrés et la Centrafrique, c'est à peu près la moitié. Donc, c'est deux territoires qui sont au moins chacun une fois et demie le Cameroun. Donc, ce qui veut dire que, et c'est le Tchad notamment a une grande partie désertique, ce qui veut dire qu'effectivement, n'est pas évident de sécuriser cette distance de frontière-là, surtout quand on a deux pays, historiquement également, chacun pour sa part, même s'il y a des interférences souterraines, mais de façon officielle, chacun pour sa part, a souvent vécu des instabilités militaires, que ce soit le Tchad ou la Centrafrique. Et donc, fort de ce passé et même ce passif... On a l'impression justement que les deux pays ont un destin commun. Hein. Toujours des coups d'État depuis les années 90. Voilà, mais un destin triste. Un destin commun triste, mais avec toujours l'autre chose qui est commune à ces deux pays. Vous allez me dire, c'est peut-être vrai dans tous les pays d'Afrique francophone subsaharienne, mais précisément ces deux pays, l'ombre de la France n'est jamais, mais jamais, jamais loin. Quand vous prenez d'un côté l'arrivée au pouvoir de Hissène Habré, c'était en remplacement de Goukouni Ouédé, c'était avec l'action déterminée et affichée de Paris et des États-Unis. Quand vous regardez l'arrivée de Ange Félix Patassé du côté de la Centrafrique, c'était avec l'action
déterminée de Paris. Quand vous regardez l'arrivée de Bozizé et le départ de Bozizé, mais avant ça, Kolingba, Bokassa, David Dako, l'assassinat, il faut le dire, l'histoire ne le dit pas, parce que ceux qui ont écrit l'histoire n'ont pas intérêt à le dire, mais c'était bien un assassinat du premier président centrafricain, Barthélemy Boganda, qui, j'aime bien souvent le rappeler, à qui l'histoire ne rend pas toujours hommage comme il se doit, parce que c'était un panafricaniste de premier rang et qui justement dénonçait déjà en son temps les manœuvres basses de la France-Afrique. Qui était pour l'unité politique de cette région. Exactement. Et qui avait même d'ailleurs un projet dans ce sens. Donc, Barthélemy Boganda, qui a été assassiné donc, le premier président centrafricain. Et vous vous rendez compte que ces deux pays, comme vous l'avez si bien rappelé, ont des similitudes, mais assez tristes, assez macabres, dans le sens de l'insécurité militaire et notamment de l'influence maléfique de la France. Et donc, effectivement, les uns et les autres l'ont dit sur ce plateau, il est temps que les Africains, on ne le dira jamais assez. On ne fait pas que parler. En tout cas, nous, même si on ne faisait que parler, c'est déjà pouvoir. C'est d'ailleurs le plus grand combat. Alors, on ne peut pas perdre de vue que, et Parfait Ndom l'a tellement bien rappelé, parce que il faut s'en souvenir. Quand le général de Gaulle, général de brigade, il faut quand même préciser, de Gaulle disait... Merci de le souligner. Oui, il faut quand même rappeler, c'est le plus bas niveau, encore que bon, ce n'est pas le sujet. Mais quand Parfait Ndom le dit, moi ça m'interpelle. Parce qu'en réalité, quand il disait, la France a perdu une bataille, mais pas la guerre, ça s'applique à ce qu'on voit tous les jours. Parce qu'en réalité, il serait dommage de se mettre dans une posture de satisfecit. Parce que, et c'est bien d'ailleurs, tout ce qui se passe, que la France va s'arrêter là. Voilà, qui sont couchés. Oui. Mais en réalité, quand vous les chassez par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Parfois, souvent même par le plafond. Et en réalité, il faut être très vigilant. Et notre correspondante béninoise et l'écrivaine l'a dit également. Il faut être extrêmement vigilant. Moi, je vais pas être long, je vais terminer cette deuxième prise de parole en disant que tant que l'Afrique, tant que les Africains n'auront pas compris que leur combat doit être homogène et tourné vers le même ennemi, Steve, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on dira, tout ce qu'on posera comme acte sera comme un coup d'épée dans l'eau. Parce que, voyez-vous, on a le Mali avec sa population qui est déterminée à en découdre avec l'hégémonie impérialiste occidentale et notamment française. On a, et ça c'est une révolution, comme je le disais tantôt, par le bas. C'est le peuple qui impulse. Et dès qu'il y a des dirigeants qui commencent comme Mbandao et son équipe à afficher des velléités de soumission à la France, le peuple se lève encore. Rappelez-vous que c'est en 2020 que le peuple s'est levé et a décidé de mettre fin au pouvoir de d'Ibeka. À la trahison d'Ibeka. Voilà, qu'ils estimaient, qu'ils présentaient tel un traître, et c'était à juste titre. Et là, on a une révolution par le bas, et il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a du côté de la Centrafrique, le président Archange Touadéra, qui mène sa révolution par le haut, et qui a décidé d'en découdre de façon affichée et volontariste avec l'hégémonie et l'ingérence de la France. Vous avez donc ces deux pays-là qui sont le symbole en fait du cri de liberté et de la bataille pour la liberté de l'Afrique. Mais imaginez-vous que, et malheureusement c'est un peu ce qui est en train de se profiler, que ces pays-là soient isolés dans leur bataille et que leurs voisins aient des intérêts contraires. Mais leur bataille et leur hargne à récupérer leur liberté sera mise à mal. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à la frontière tchado-centrafricaine. On ne peut pas comprendre que, en première intention, la diplomatie d'un pays qui est tenu d'un certain mode opératoire, d'un certain recul avant de faire des affirmations, qu'il aille avec cette véhémence-là accuser le pays voisin sans même avoir fait une enquête préalable. C'est hâtif et ça montre bien une mainmise extérieure, notamment de la France. Donc, je termine en disant, et j'ai commencé par là,
soyons vigilants. Le combat du voisin en Afrique est le combat du voisin. Donc, le combat d'un pays à une frontière est le combat des autres pays à cette frontière. Tant que l'Afrique n'aura pas compris, et tant que les Africains n'auront pas compris que le combat de liberté africain est uniforme et doit être une mobilisation, doit correspondre à une mobilisation générale contre un ennemi commun, alors on ne sera pas sorti. Voilà, c'était un morceau choisi de ce que vous avez certainement eu à regarder le 2 juin dernier, ce débat sur le Tchad et la RCA, des territoires privilégiés, on dirait des terrains de jeu d'entraînement pour les exactions de la DGSE. C'est en France. On parlait aujourd'hui des différentes bases militaires françaises implantées en Afrique, comme enracinées. Des racines qu'il faudra couper. Pour rappel, justement, il y en a 4 qui sont permanentes. En d'autres termes, 4 pays aujourd'hui ont de façon permanente des, on ne va pas dire des espions, mais des soldats français sur leur territoire. Il s'agit notamment de Djibouti, qui est la plus grande base militaire, qui accueille la plus grande base militaire française en Afrique. Djibouti qui est aussi situé au niveau de la Corne de l'Afrique, un pays stratégiquement bien positionné, avec une force de 1700 hommes français en armes et opérationnels. On a la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a réduit son effectif, mais qui garde tout de même une position assez forte sur le continent, qui accueille une force permanente française. On a le Sénégal et on a le Gabon. En dehors de tous ces pays, il y a des OPEX. Ce que la France a baptisé ainsi, c'est des opérations extérieures avec ce qu'on a aujourd'hui Barkhane qui a remplacé Serval et qui est né des cendres d'épervier qui étaient plutôt au Tchad. Ce qu'il faut retenir justement de cet entretien, des preuves qui ont été mises à nu. Ce n'est pas le sous-couvert de la lutte contre le terrorisme ou alors la bonne foi qu'il vaudrait invoquer en appelant à l'aide humanitaire. Non, on sait que la France, et c'est désormais une vérité qu'on ne pourra plus se cacher, est là pour le maintien et la préservation de ses intérêts. Des intérêts qui font vivre justement cette métropole qui n'a de grand que ce qu'elle prend ici en Afrique. Mais on ne va pas pleurer tout le temps. À un moment donné, il faudra arrêter de se satisfaire de ces explications. Il faudra arrêter d'exhumer les corps, de les présenter à la face du monde. À un moment, il faudra reprendre les armes du combat. Et c'est pour ça que nous sommes justement là. Cette émission, on le rappelle, a été mise en place pour que les uns et les autres puissent avoir des preuves scientifiques de la nécessité de se tenir debout et de dire non. Il faut dire que les effectifs des troupes françaises stationnées actuellement sur le continent africain sont en mutation permanente, leurs actions dans les pays restent pratiquement les mêmes. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.